Art Talk Rewind, une série de podcasts proposés par Luxembourg Art Week qui revisite les conférences qui ont lieu sur la foire. Les partenaires et invités de la foire explorent les grandes questions qui traversent la création contemporaine et le marché de l'art. La photographie en dialogue, en collaboration avec Let's Art. Bonjour, merci à l'Art Week de nous avoir invités à parler de livres photos, l'une de nos passions à tous. Aujourd'hui, pour ce petit talk que nous allons faire sur la photographie en dialogue, de l'image au livre, autour de moi, il y a des personnes exceptionnelles, comme Paul Di Felice, qui est docteur en art et en photographie, qui est un grand spécialiste de la photographie. Au Luxembourg, c'est le plus grand spécialiste. Il a enseigné à l'université. Il a fait énormément d'expositions, de livres photos ou de livres sur la photographie. Il est curateur. Il est également l'instigateur et le curateur de la collection Arendt pour la photographie et beaucoup d'autres projets dont il pourra nous parler. À ma gauche, le sieur Cyril Pootman, qui est galeriste, mais pas que, en fait, qui est surtout aussi un grand homme de l'art et qui nous a fait le plaisir de monter d'Arles jusqu'au Luxembourg pour parler aussi de livres photos avec nous et des derniers livres auxquels il a contribué. Et puis pour la petite place vide qui est à gauche, nous accueillerons Fiammetta Horvat, qui est en chemin là de la gare à ici. Fiammetta Horvat est la fille du célèbre photographe hongrois Frank Horvat et elle défend ou plutôt elle travaille à faire rayonner l'œuvre de son père et notamment à travers une grande production de livres dont elle nous parlera également. Alors on a essayé un petit peu de réfléchir à une définition du livre photo parce qu'en fait, par rapport à l'art en général et au livre en particulier, pour nous, le livre photo, c'est en fait un objet d'art en soi qui a vraiment une particularité propre. Et on s'est demandé comment le définir et on a trouvé cette très belle définition de Martin Parr, le célèbre photographe anglais, qui dit que le livre photo est un type particulier de livre, de photographie, dans lequel les images priment sur le texte et le travail conjoint du photographe, de l'éditeur et du graphiste permet de construire une narration visuelle. Et vraiment, on verra tout à l'heure que cette triangulation est vraiment très importante et caractérise spécialement le livre photo comme objet d'art. Évidemment, c'est le ratio texte et image qui en fait sa singularité. C'est avant tout un objet puisque toutes les formes, toutes les créativités sont possibles. Et c'est aussi une correspondance forte entre l'univers de l'artiste et les lignes directrices de la maison d'édition ou des graphistes. Donc c'est cette triangulation, comme je vous disais, qui en fait un objet d'art à part entière très spécifique et c'est ce qui nous a intéressés aujourd'hui. L'invention de la photo, ça, c'est 1826 et vous avez déjà, dès le départ avec la photo, aussi des publications. Et c'est important de noter justement en 1844 The Pencil of Nature, un magnifique livre de William Henry Fox Talbot. Au Luxembourg, parce qu'on est au Luxembourg, donc parlons aussi de Luxembourg, l'arrivée de la photographie en 1850 avec les daguerreotypistes. Autour de 1917, Luxembourg par Leonard Mertens. Nous avons aussi première école de photographie, l'Institut de Design d'Illinois, donc Technology à Chicago, fondé justement par un grand artiste du Bauhaus, Laszlo Moholy-Nagy. Puis la création du département photo au MoMA, ça c'est vraiment très important parce que en 45 déjà un grand musée donc s'occupe de la photo, ce qui n'était pas du tout le cas dans d'autres pays. Et puis en 45, il y a eu des photos de Lee Miller, voilà, oui, de la libération du Luxembourg par les troupes américaines. Oui, à Luxembourg, mais il faut dire que ces photos-là n'étaient pas traité comme art, voilà. Plutôt comme photo documentaire. Comme documentaire. Premier musée de la photographie en France, le musée Nicéphore-Niepce à Chalon-sur-Saône. Et puis 1989, première acquisition dans les d'une photographie dans les collections du MNHA. Pour la petite anecdote, c'est vrai que dans les années justement années 60, 70, 80. Le conservateur du département des beaux-arts du MNHA n'aimait pas trop la photographie. Donc pour lui, la photographie n'était pas considérée comme un des beaux-arts. Donc ça n'avait pas sa place dans son département. Donc on peut le dire. Alors que c'était un monsieur très
très très cultivé et un très très bon critique, un très bon historien de l'art qui a fait beaucoup pour la peinture et pour la peinture abstraite notamment. Donc c'était un grand monsieur. Bon, c'est son droit de ne pas aimer la photo, mais voilà, c'est un peu ce contexte qui est tout de même important aussi pour ce que je vais vous raconter après sur les années 80. Et puis voilà, de 2006, création de la chaire photographie de l'Académie des Beaux-Arts à Paris. Donc c'est Lucien Clergue. Alors ça, c'est quand même incroyable parce que vous connaissez tous l'Académie des Beaux-Arts en France, qui a donc des perpétuels. Hein. Les perpétuels représentent en fait différentes... représente un peu toute la culture, donc évidemment l'art sous toutes ses formes classiques, mais également les médias, le cinéma, la télévision, l'architecture. Et la photo n'était pas représentée. Et la chaire de photographie a été créée. Donc, vous savez que normalement, un perpétuel en remplace un autre. C'est pour ça qu'ils le sont. Et donc, on est toujours accueilli au fauteuil d'un autre. Pour la photographie, l'Académie a décidé de créer une chaire, ce qui est rare. Et quand un académicien est intronisé, il doit normalement faire l'éloge de son prédécesseur. Donc, en l'occurrence, Lucien Clergue n'ayant pas de prédécesseur, il a fait l'éloge de la photographie, ce qui était une très très belle intervention. Mais enfin, 2006, c'est quand même très très récent. C'est vrai qu'on aurait pu continuer aussi avec la création des musées de la photographie. La plupart des instituts des musées de photographie sont récents dans les grands pays. Avant, c'était des initiatives plutôt associatives, oui. Comme le Mois européen de la photographie, comme d'autres festivals. Oui, donc les acteurs de la diffusion de la photo au Luxembourg. Ouais. Quand on parle de ça, on parle au fait des années 80. 1980 à Paris, donc la création du Mois européen de la photographie par Jean-Luc Monterosso. Donc c'était aussi quelque chose de tout à fait nouveau à ce moment-là à Paris. En Allemagne, on a commencé à considérer déjà un petit peu aussi la photographie comme un des beaux-arts. Ça aussi, c'était dû au Becher. Il y a tous ces mouvements-là qui vraiment commencent dans les années 80. Et à Luxembourg aussi, ça a commencé dans les années 80. Bon, je vais juste citer quelques exemples. Donc, Café Crème, c'est le magazine que j'ai créé avec Pierre Stiver et Paul Bretz en 1984, qui avait comme objectif de diffuser les arts visuels, mais aussi la photographie et de considérer la photographie comme un des beaux-arts. Ça, c'était vraiment un des objectifs qu'on avait, parce que on avait vraiment remarqué que c'était très difficile d'exposer aussi la photographie. On voulait faire une exposition et on n'a pas trouvé de lieu. Et c'est comme ça qu'on a dit, le magazine peut être comme un espace d'exposition. On va donner des espaces donc bidimensionnels à l'artiste pour créer ses pages, pour montrer ses œuvres photographiques ou autres, parce qu'on n'avait pas que la photographie au début de notre magazine. Puis la galerie Clairefontaine, c'est une galerie photo importante, mais elle avait aussi une partie peinture. Donc ça a commencé avec une galerie peinture pour après déboucher sur une deuxième galerie spécialisée dans la photographie. Malheureusement, la galerie n'existe plus aujourd'hui, mais Marita Reuter a aussi organisé des photo meetings, qui était un festival de photos vraiment très important. Elle a fait venir de très 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 grands photographes, mais aussi théoriciens de la photo, donc aussi des critiques de la photo, des critiques d'art. Et puis bien sûr le CNA, qui est le Centre national de l'audiovisuel, qui a été créé aussi dans les années 80. Il y a la galerie Neilich qui a été créée à Dudelange dans les années 80. On a la photothèque qui existe depuis plus longtemps, dans les années 58, mais qui aussi a commencé à faire beaucoup plus aussi d'expositions de leur collection. Il y a bien sûr quelques collections de photos importantes, la BCE, donc Spurkes, qui a une magnifique collection de photos. Bon, malheureusement, ils sont plus tellement actifs dans les expositions sur la photo. Il y a Arendt, une collection que j'ai pu commencer en 2003, uniquement photo. Nous avons à peu près 350 photographies contemporaines. Il y a les musées qui participent beaucoup aussi au rayonnement de la photographie maintenant. Donc il y a le City Museum, il y a le MNHA, il y a les casinos, la Villa Vauban. Et
et Constal, qui est plus récente. Et toutes ces institutions participent aussi au mois européen de la photographie qui a été créé en 2006, toujours par Jean-Luc Monterosso à Paris. Voilà, ça c'était un peu un panorama. Et puis on voulait vous présenter un petit peu les défis de l'édition du livre photo. C'est vrai dans beaucoup de livres d'art, mais là encore plus, c'est un marché de niche évidemment. Place à part au milieu des livres d'art et des monographies. Les tirages en général des livres photos sont assez limités. Les coûts de fabrication sont élevés parce que pour bien reproduire des photos, il faut la photogravure. Voilà. Coûte très cher. Ouais. Et la photogravure, c'est la clé de la reproduction des photos dans les livres. Et il s'agit pas du tout de juste faire appel à un imprimeur. C'est vraiment quelque chose de particulier. Et le photograveur peut complètement faire basculer un livre. Voilà. Exactement. Donc le coût des tirages évidemment est élevé et les retirages n'en parlons pas. Et puis évidemment il y a toujours le problème du compromis entre les choix artistiques et les réalités commerciales. Il y a une autre difficulté pour les institutions ou les porteurs de projets, c'est la difficulté de synchroniser la sortie d'un livre avec l'ouverture d'une exposition. Ça, c'est vraiment en fait un grand travail parce qu'on pense toujours que les équipes peuvent tout faire, mais quand on est consacré à la production d'une exposition et son installation, n'est-ce pas, et à sa curation, en fait, en parallèle, travailler sur un livre photo, c'est encore un tout autre projet. Et donc, il faut il faut avoir ça en tête pour arriver à avoir un livre au moment de la sortie de l'expo. Oui, d'ailleurs, ce sont deux choses différentes. Quand on parle d'un livre fait, disons, pratiquement en édition limitée, parce que ce sont jamais des très 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 grands tirages, même si c'est un catalogue d'exposition. Le travail est énorme pour le faire. On veut tout de même aussi redonner l'esprit de l'exposition. Quelqu'un qui achète le livre, il veut aussi se rappeler un peu l'exposition. Mais en même temps, c'est différent. Souvent, donc, dans les catalogues, un travail aussi important avec l'artiste, avec les graphistes, avec l'auteur. Tout ça est très complexe finalement. Ça doit répondre un petit peu aussi à l'exposition. D'un autre côté, ça doit être aussi autonome. Ça doit aussi pouvoir fonctionner sans l'exposition. Sans l'exposition, oui. Oui, est-ce qu'on peut dire finalement il y a un commissariat aussi sur le livre de photos ? Ça peut être le même, mais ça peut être aussi un autre, bien sûr. Bon, je pense que ça dépend aussi un petit peu des catalogues, parce qu'il y a différentes sortes de catalogues aussi. C'est-à-dire de créer une espèce d'intemporalité du livre qui est indépendant de l'exposition. Absolument. Oui, c'est ça. Qui perdure. Ouais, que le livre continue à vivre, comme celui de Michel, par exemple, c'est assez frappant. Oui, il a très envie de parler déjà du livre de Michel. Oui, non, mais c'est vrai que je pense qu'en général, les livres qu'on a fait au sein de Let's Arles, c'est des livres qui ont été réalisés beaucoup avec l'artiste, à part avec Romain Ourhausen. Malheureusement, on n'a pas pu faire le livre avec lui, mais parce qu'il est décédé entre-temps pendant la fabrication du livre. Mais en tout cas, pour les autres artistes, c'était toujours avec l'artiste. Ben et donc, ça, c'est très important beaucoup, aussi. Oui. Et avec le curateur, avec le graphiste, différents graphistes. Et puis il y a aussi des nouvelles concurrences aux livres de photographie. C'est par exemple les éditions spéciales des magazines. Vous voyez souvent dans les musées et dans les expositions le livre de l'exposition et à côté un supplément Beaux-Arts ou autre sur l'artiste, donc qui est beaucoup plus abordable. Et donc l'apparition de ces suppléments en fait affecte les ventes des livres d'art et des livres de photos en particulier. Évidemment la concurrence numérique avec des plateformes en ligne qui sont très fournies et qui diminuent pas mal l'intérêt de l'objet physique. Mais on verra qu'on peut retourner ce défaut en qualité. Le coût conséquent de faire appel à un distributeur pour accroître la visibilité, parce que les livres photos sont moins commandés par les libraires et les bibliothèques des musées. Donc, il faut avoir un distributeur qui soit porte-drapeau et fer de lance et qui positionne bien les livres photos. Enfin, là, il y a la gestion des droits d'auteur, qui est parfois assez problématique parce que dans beaucoup de livres photos, on a du mal à trouver les crédits de certaines photos ou de contacter ou d'avoir un contact avec les personnes qui gèrent les crédits du photographe. Tout cela notamment parce que jusqu'à très récemment et encore aujourd'hui dans beaucoup de pays, un photographe n'est pas un artiste. Et donc, une fois qu'il a été payé pour un travail, souvent on ne traite pas son travail et le droit à l'image comme dans les autres types d'art, ce qui est vraiment un problème.
et puis l'évolution rapide des tendances artistiques. Je salue l'arrivée triomphante de Fiammetta Horvat. Bonjour Fiammetta, bienvenue, merci d'être là. Alors je t'ai déjà présenté. Bonjour. Voilà, comme ça tu étais attendue, voilà. Et donc on voulait ensuite vous faire un petit peu un tour d'horizon des éditeurs de livres photos. C'est vrai que Phaidon, c'est vraiment incontournable. Dans le genre un peu grand public, vraiment ce qui se fait de très 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 bien. Parce que le livre photo, il a quand même aussi été pas mal un coffee table book, non? Tout à fait. C'est-à-dire un objet en fait. Voilà, comme on le voit ici avec les livres Taschen par exemple. C'est-à-dire que ça devient une espèce de chose qu'on ne touche plus. Oui. Ce qui est quand même toujours dommage. Steidl, c'est des éditions fantastiques aussi de photos. Delpire, bon, c'est historique. Delpire, fantastique, maison d'édition à Paris. Les années 60, 50 même. Et les éditions Xavier Barral, qui sont aussi extraordinaires de qualité et d'impression, et c'est magnifique. Bonjour, juste un petit mot d'introduction sur moi. Donc, je suis la fille d'un photographe, donc Franck Horvat. Et la légitimité pour mon rôle, c'est parce que j'ai travaillé avec lui et j'essaie de valoriser son œuvre, mais c'est pas tous les enfants d'artistes qui arrivent à valoriser le travail de leurs parents. Je le dis parce que j'avais une vie avant, j'avais un autre métier avant. Et pour revenir sur les éditeurs, moi j'ai eu la chance de grandir avec la plupart avec Bob Delpire, tous ces gens, je les ai vus bien sûr. Et j'ajouterais que derrière chaque maison d'édition, il y a quand même quelqu'un. C'est pas juste des maisons d'édition. Et que sans Bob Delpire, sans Xavier, il y aurait rien. C'est vraiment parce qu'il y a un génie derrière qui fait des merveilles. C'est pas des équipes, c'est quand même souvent une personne bien accompagnée. C'est très vrai ce que vous dites. Au fait, dans les années 80, c'était plutôt la photographie, de l'image au tableau, et de voir comment la photographie pouvait être exposée, disons, égale à la peinture et l'art en général. Les photographes, comme ton père, pour ces photographes-là, le livre était une façon de devenir auteur aussi, parce que c'est souvent leurs photos étaient utilisées, je veux dire, dans des magazines, dans des journaux, et faire un livre photo, c'était ça, au fait, déjà presque l'œuvre d'art, parce qu'ils avaient beaucoup moins de possibilités d'exposer leurs photos. C'est pour ça que Bob Delpire a été incroyable. C'est un des premiers qui a pris au sérieux vraiment les photographes. C'est ça. C'est dans ce sens-là où c'est très important aussi de le souligner. Alors qu'aujourd'hui, le livre d'artiste, le livre de photographe, c'est encore un peu différent parce que ça peut être un retour sur l'expo, ça peut être à partir de l'expo, ça peut être avant l'expo et puis à l'expo. Donc il y a ce rapport à l'expo qui n'y était pas avant. Voilà. Donc oui, c'est vrai. Oui, parce que nous, on l'a vu aussi dans les projets qu'on a soutenus et dont tu as été le commissaire pour l'Edzard, que parfois le livre photo est le point de départ de l'exposition. Voilà, donc c'est... Pour Christina Doul, c'était le cas. Exactement pour Résonance. Le cas pour Résonance. Ou Christina de Middel. Ou Christina de Middel. Mais donc, pour revenir à Christina Doul, c'est vrai qu'elle a eu la bourse du CNA pour faire un livre. Et puis finalement, elle a été choisie par le comité de l'Edzard pour faire une exposition à la Chapelle pendant les rencontres d'Arles. Donc là aussi, donc c'était au départ un projet de livre qui est devenu une exposition, qui est devenu un livre par après. Et si on regarde le coffret donc de Christina Doul, Résonance, c'est un peu délicat parce qu'il y a aussi une œuvre donc limitée, originale, une photo à l'intérieur. Il y a le livre. Et puis, le livre a cette particularité. Florence, tu avais parlé de cette définition du livre photo de Martin Parr, donc où il dit que la photo prend le dessus sur le texte. Alors pour le livre de Christina, qui est presque comme une édition limitée, il y a donc aussi le texte qui est séparé du livre. Voilà. Et donc ça, c'est important aussi de le notifier parce qu'au fait, c'est pour garder le côté aussi artistique du livre photo que le texte est un peu à part, mais intégré tout de même dans le coffret et dans le livre. Voilà. Donc, de nouveau, quelque chose de très autonome aussi, réalisé avec l'artiste et justement dans une édition qui est pas limitée, mais tout de même limitée parce qu'il y a une photo qui est limitée à 50.
Et puis là, tu parles des textes et c'est intéressant parce que, évidemment, les textes sont très importants dans tous les livres, mais particulièrement les livres photos, puisqu'en fait, en faisant appel à des critiques, à des spécialistes, à des plumes reconnues, l'artiste valide son travail et le fait et lui donne une autre dimension. Donc, la participation de textes d'auteurs étrangers aux photographes sont très importantes. Et c'est ce qu'on a vécu dans le livre de Michel Menninger. En fait, Florence est venue me proposer de faire un livre, de faire un texte sur les photos de Michel Menninger que je connaissais absolument pas. Et j'ai commencé à faire ce texte juste basé sur ces photos. Et en fait, la chose qui m'a fasciné dans ce travail, c'est le casting des objets, c'est-à-dire la façon dont il était comme un espèce de chef de tribu qui avait des tas d'objets qui l'entouraient et comment il organisait cette espèce de mise en musique des objets qui font que ces photos sont totalement extraordinaires. Et donc j'ai beaucoup insisté sur cette partie-là et quand je l'ai rencontré, c'était très drôle parce que déjà c'était très émouvant et ensuite on voyait que c'était vraiment une des choses qui comptait le plus pour lui. C'est-à-dire la façon presque assez drôle dans laquelle il disait « toi c'est ton tour », comme si les objets réclamaient leur tour et que en fait il distribuait les rôles. Et ce qui fait que le résultat de ces photos sont complètement merveilleuse, quoi. Et ça, c'est particulièrement un livre où vous voyez que là, le parti pris a été un peu spécifique parce que l'artiste n'a pas participé à son livre directement. Donc, c'est son curateur, sa famille et tous les gens autour de son œuvre qui ont participé. Et donc, dans le livre, on a non seulement présenté le travail de Michel Menninger exceptionnel, mais on a également faire des photos par de très bons photographes, des artistes même. Du lieu, de la maison de Michel, de son atelier, et les textes ont apporté des informations vraiment sur sa personnalité, sur sa manière de travailler. Donc là aussi, on est dans un livre qui ne raconte pas l'histoire d'une série de photos et d'une série d'œuvres ou d'une exhaustivité d'œuvres. On est vraiment dans un parti pris de présenter l'homme dans son art, l'homme dans sa vie, l'homme dans son travail, et l'homme derrière toute cette richesse en fait. Et voilà, c'est un livre qui tourne autour de lui. Donc c'est aussi un objet spécial dans un livre photo que d'avoir ce parti pris. C'est vrai que c'est un angle assez particulier de beaucoup plus s'intéresser à l'homme dans son contexte que strictement à son travail. Et toi, tu as aussi emmené des livres que tu as fait récemment, Cyril ? Alors moi, j'ai amené 2 livres. Je fais tourner. Un livre qui s'appelle « Quelle mouche l'a piqué », qui est un livre où l'idée, c'est un peu « Quelle mouche a piqué Yves Klein de faire des tableaux bleus »,« Quelle mouche a piqué Soulages de faire des tableaux noirs ». Enfin, une façon totalement dédramatisante de parler d'art contemporain et dont les reproductions sont toutes dessinées. Donc c'est... Tu as contourné les droits d'auteur. Tout à fait. Ouais, j'ai contourné les droits d'auteur, mais il y a eu quelques artistes qui ont refusé, d'ailleurs que des artistes morts, que des estates. Ah oui. Les estates sont beaucoup plus strictes que les artistes eux-mêmes. C'est bizarre. On doit gagner beaucoup d'argent pour faire vivre un estate. Ah, bien Fiammetta. Je défends les estates. Oui, défends les estates. Donc c'était plus les estates qui posaient problème. Ouais. Non, mais en général, c'est vraiment très difficile parce que moi, j'ai écrit 2 livres sur la photo et rien que pour les illustrations, j'ai mis plus de temps que pour écrire les livres. Donc pour avoir les droits, parce que bon, l'éditeur, il me demande d'avoir tous les droits, donc ou libérer des droits, disons. Hein, voilà. Et donc c'est très très compliqué. Et parfois, on met pas de photos justement parce que c'est compliqué. Mais je comprends. Hein, je veux dire, c'est tout à fait normal que ça existe. C'est-à-dire que c'est vrai que les esthètes ont un peu tendance à être un peu plus royalistes que le roi, vu qu'ils sont pas eux-mêmes. Non, mais tout ça est régulé. Depuis maintenant 20 ans, il y a des tarifs. Donc les choses, normalement, ils sortent pas des tarifs de leur chapeau. Il y a beaucoup de gens qui profitent. Vous seriez surpris. Il y a des grosses maisons qui régulièrement, moi, je découvre des photos tout le temps, et c'est toujours un combat. C'est un juste équilibre.
Nous, souvent, on donne les droits, on demande rien. Ouais. Donc Bien ça dépend complètement des projets, de combien. De l'ambition. Ça dépend de l'ambition et ça dépend aussi du feeling. Si le projet est beau, on va le faire. Ça dépend de beaucoup de choses. Ce qu'on n'a pas dit, je ne sais pas si vous l'avez déjà dit, mais pour faire un bon livre, il faut beaucoup d'argent. On l'a pas dit. On l'a dit, oui. Bah oui, mais on va pas faire semblant parce que quand on n'a pas de budget, c'est très très compliqué de faire un joli livre. Vraiment, c'est comme ça. Je suis désolée. Donc là, par exemple, le projet de Hong Kong, c'est un projet avec Louis Vuitton, donc on avait un petit peu d'argent. Et ça se voit. Vous allez tout de suite voir le papier, la qualité. C'est un truc. C'est une Rolls-Royce de bouquins. Et alors eux, en plus, ils ont un joli rapport éditorial. Où ils font bon, ça c'est une série, je ne sais pas si vous la connaissez, où ils prennent un photographe de mode qui ont voyagé et bon, il y en a beaucoup, ils sont très très beaux. Et chaque livre a un différent type de papier, d'impression. Enfin, c'est vraiment, eux, ils s'amusent, ils ont un défi. Comme c'est un peu une danseuse de Louis Vuitton qui font des livres juste pour le bonheur. Voilà, il n'y avait pas un agenda financier, il y avait juste de qualité. Mais alors, par contre, après, ils sont pas distribués particulièrement, puisque eux, c'est juste un amusement. Après le livre de Sidewalk, le livre anglais en vert qui était là il y a 2 secondes là, qui est sur New York. Ça, j'y tiens beaucoup parce que c'est le dernier livre sur lequel j'ai travaillé avec mon père, donc c'était vraiment les derniers mois de son existence. Donc on a fait le editing des photos, des textes. C'est vraiment C'était mon dernier moment d'amitié avec lui, c'était très très beau. On a les collections dialogue aussi. Ah mais ça c'est autre chose, tu veux que j'en parle déjà ? Je peux en parler, hein, mais je veux pas monopoliser le... Vas-y. Ok, alors moi parce que donc là on parlait des livres qui sont les livres hommages, les livres qui respectent une carrière, qui explorent des facettes d'un métier. Alors par exemple le jeu de paume, je l'ai là d'ailleurs, je l'ai même pris aussi si jamais je vous faites circuler. Merci. Le jeu de paume, ça couvre plein d'années. C'est un livre un peu patrimonial, on va dire. Donc c'est un livre qui est très beau. Tandis que Vuitton, le Hong Kong et le New York, que j'ai aussi là d'ailleurs, je crois. Ouais, je l'ai là. C'est des livres plus niches parce qu'ils vont couvrir seulement une période ou un projet de quelqu'un. Donc on s'amuse plus. C'est toujours plus agréable de travailler sur un élément d'un photographe ou d'un artiste plutôt que de couvrir toute une période où on fait forcément des compromis quand on essaie de parler de quelqu'un dans sa globalité, forcément. Donc ça c'est un niveau de livre sur lequel nous on travaille beaucoup. Après on a les livres. Alors ça j'en suis très très fière parce que on vient de les faire il y a 2 mois. Donc nous, le Studio Horvat, on a créé une collection de livres qui s'appelle Dialogue. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'on a un lieu assez beau que Paul et Florence connaissent. Magnifique, que je vous invite complètement à visiter. Voilà, qui est le studio de Franck Horvat. Oui, c'est magnifique, hein, vraiment tel qu'il magnifique. était. Et on a beaucoup de chance parce que j'ai hérité d'un estate, mais j'ai aussi hérité d'un lieu. Ça, c'est assez rare, un photographe qui a vraiment conçu sa caverne, enfin son truc parfait. Et puis un lieu d'un photographe à une époque où un atelier de photographe ne ressemble plus à un atelier de photographe d'aujourd'hui. Ah oui, non, c'est complètement unique. Voilà. C'est très très particulier. C'est vrai, et c'est bien sûr un lieu qui est dédié à la lumière. Enfin, c'est très très beau. Il y a un petit côté pèlerinage, il y a son musée, sa collection. Enfin, c'est assez beau. Et donc on y invite tous les ans pendant la foire de Paris Photo un commissaire qui invite un artiste à dialoguer avec les œuvres. Et l'idée, parce que quand on gère un fonds, c'est compliqué de rendre un fonds un peu sexy parce que tous les fonds, tout ce qui est archives fait toujours peur aux gens. Donc un ayant droit qui gère des archives, ça fait poussiéreux, mais on s'est dit, mais on va inviter des jeunes artistes avec des jeunes commissaires, et évidemment ça marche parce que ça fait un pont avec le contemporain et les gens adorent, et ça permet aussi à chaque fois de dénicher, de rebondir sur des facettes de son travail que personne ne connaît. C'est ça qui est vraiment amusant. Parce que sinon on parle toujours de la même chose, on parle de la mode, du reportage, et moi aussi ça m'ennuie. Donc là on a 3 artistes, donc depuis 3 ans, il est décédé il y a 3 ans. Et donc on a chaque artiste, donc là on avait Valérie Belin, Anthony Cairns et Annelise Broyer, invités par des commissaires, et qui ont fait une installation dans le lieu, et on a créé un livre. Et alors là, ça c'est un très bon exemple de livre sans budget, parce que moi jusqu'à maintenant je travaillais toujours plutôt des budgets intéressants. Et nous, par exemple, les livres dont on vous parle à chaque fois, je ne sais pas si vous avez parlé du nombre d'éditions, du nombre de tirages, mais nous, à chaque fois, c'est du minimum 2000, 3000, parce que c'est de la grande distribution. Là, on est sur un livre dont c'est 200. C'est pas du tout la même économie, c'est presque un livre d'artiste, en fait. Oui. On en fait 200. Les couvertures sont de la sérigraphie, donc on est très fiers parce que on a travaillé avec un sérigraphe.
L'intérieur, parce que je ne sais pas si vous avez parlé de tout ce qui est pratique, mais le digital maintenant, l'impression digitale est à très 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 bon niveau. On peut faire la plupart des livres à compte d'auteur. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Un livre à compte d'auteur, c'est un livre self-published par l'artiste. La plupart maintenant, on peut faire des trucs de très très bonne qualité grâce au digital. L'impression est extraordinaire depuis quelques années. Donc nous, on a l'intérieur qui est imprimé digitalement et l'extérieur en sérigraphie. Donc ça crée un objet un peu bijou, voilà, c'est ce qu'on voulait faire. Et il y en a que 200, et puis ça s'ouvre de façon un peu particulière. Enfin, vous verrez, c'est un petit côté collector, voilà. Et d'ailleurs, il y en a pas beaucoup. Donc voilà, ça c'est notre dialogue, on en est très fiers. Et ah oui, ça c'est l'autre chapitre. Ça c'est très très important. Ça c'est ce à quoi mon père tenait le plus. Ça, ce sont vraiment des livres à compte d'auteur, dans le sens où les dialogues, l'auteur est pas là, puisque moi je représente que les archives, tandis que ces livres-là, ces livres blancs, il appelle ça les livres blancs. C'est vraiment fait par mon père. C'était sa grande passion jusqu'à la fin de sa vie. Il en a fait, franchement, peut-être 25 par an. Ah oui. Donc vraiment, il était énorme. C'était incroyable. Il mettait énormément d'argent parce que il voulait que tout soit imprimé en Italie, à Turin. Parce qu'il était encore de la génération où il fallait que ça passe par un imprimeur, le copain au téléphone, tout ça. Donc, j'arrivais pas à le convaincre qu'on pouvait faire la même chose très très bien sur Internet. C'est pas possible. Donc, il en faisait 20, 30, et à chaque fois, c'était autour de 5 000 € pour 20, 30 livres. Mais il était heureux. Et lui, ce qu'il disait, c'est oui, mais si je passe par un éditeur, les éditeurs vont avoir des idées, parce que ça on n'a pas dit. Mais quand on travaille avec un éditeur, l'éditeur, il a une équipe graphique. Voilà. Ce qui est un problème pour certains artistes. Enfin, moi, par exemple, pour mon père, c'était un gros problème. C'est un problème presque toujours. On disait au début, effectivement, qu'il y a une triangulation qui est spécifique au livre photo. C'est-à-dire que le rôle de la maison d'édition, la ligne graphique de la maison d'édition et le rôle du graphiste sont primordiaux pour être en adéquation avec l'œuvre et le message de l'artiste. C'est ça, il y a une sorte de plaquette. Il y a quelque chose, il y a un look à respecter dans les maisons d'édition, etc., etc. Alors, moi, par exemple, j'ai eu la chance de travailler, que ce soit Xavier Barral ou Vuitton, ils ont quand même des très très bonnes équipes qui ont des propositions très belles et plutôt flexibles. Mais oui, effectivement, il y a une triangulation. Mais il faut avoir des équipes et des graphistes qui se mettent au service de l'œuvre qu'ils sont en train de faire. Et il y a beaucoup de graphistes qui sont très créatifs, qui ont beaucoup de talent. Et quand le graphiste veut ajouter sa création, son inventivité, son talent à l'opération, parfois ça entre en conflit complètement. C'est ce que mon père disait tout le temps, si je travaille avec un éditeur, ils vont avoir des idées. Voilà. C'est normal. Et donc lui, ces livres blancs, c'était son idée de livres neutres. Alors moi, j'étais pas du tout d'accord avec lui parce que je pense que rien n'est jamais neutre. Il y a toujours quelque chose. Mais donc ils sont tout blancs. Il y a juste un logo. Le chemin de fer est très très simple. Alors même dans sa simplicité, je pense qu'il dit quelque chose. Et donc c'est une sorte de témoignage. C'est un état des lieux. Voilà, c'est un vieux photographe à 92 ans. Il me disait, alors ça c'est la naïveté du photographe âgé ou de l'artiste âgé. Il me disait voilà, tu vois, moi je vais bientôt partir. On va faire tous ces livres avec plein de projets. Et puis quand je serai plus là, tu iras voir les éditeurs et les musées et ils seront très contents parce qu'ils auront plus qu'à faire. Évidemment, ça se passait pas du tout comme ça, parce que c'est le dernier truc qu'un éditeur veut ou un musée, c'est qu'on lui dit voilà, ça c'est comme ça. Clé en main, parce que le musée il a son commissaire et le commissaire il va avoir ses idées. Enfin, tout le monde va avoir des idées. Mais du coup, en tout cas, moi j'ai tout ça. Donc la plupart sont tirés, ils sont à 20-30 exemplaires, et ça reste un témoignage. Je pense que c'est le témoignage d'un artiste qui veut tout contrôler, même dans sa mort. et c'est touchant parce que ça se sert d'archives aussi. C'est des archives et ça montre combien pour cette génération une photo qui n'est pas dans un livre n'existe pas. Ouais. C'est ce que tu disais, Paul. C'est-à-dire que pour eux, c'était pas les galeries, c'était pas les musées, c'était pas les collections, c'était le livre. Et je pense qu'un jeune artiste ferait pas ça du tout. Oui, je voulais te demander, Paul, si tu considères justement qu'un livre qui a été beaucoup réédité, qui est le livre sur la collection Family of Man d'Edward Steichen, est-ce que ça, tu considères que c'est un livre photo ? Ah, c'est une bonne question, parce que déjà, quand on regarde la couverture, vous voyez donc cette photo qui était le leitmotiv dans l'exposition de Family of Man de Edward Steichen, parce que ça représente la musique, langage universel. Donc pour Steichen, c'était très important. Donc elle revient plusieurs fois dans l'exposition. En tout cas, en 55, c'était comme ça que c'était prévu. Et puis regardez, il y a une espèce de mosaïque. La mosaïque du graphiste ou de l'éditeur. Oui, c'est voilà, et qui signe son tableau. Oui.
c'est Lioni J'avais qui jamais vu la signe. signature. Personne n'a jamais vu ça. Donc, il signe son graphisme, son œuvre. Donc, ça dit tout de même quelque chose. Bon, je ne sais pas comment Steichen a pu accepter ça. Mais bon, voilà. En tout cas, il a accepté. Peut-être que parce qu'au moment où ce livre est sorti et l'exposition a été créée, c'était l'époque de l'abstraction, donc de l'expressionnisme abstrait américain. Même dans des magazines comme Vogue, il y avait Pollock qui était en première page ou Newman. Voilà. Donc ça passait peut-être mieux au MoMA avec ce graphisme qui rappelle l'art abstrait. Au lieu de la photo uniquement. Voilà. Mais moi je trouve toujours cette signature sur ce livre d'artiste. Sinon, bon, c'est vrai que oui, ça se vend parce que c'est tout de même l'exposition, une des plus grandes expositions, parce qu'elle a tourné. D'ailleurs, il y a aussi une ou plusieurs photos de Tempenter, non, qui c'était sur l'Inde, hein, je pense, non. Lui, il était parti, parce qu'à l'époque, on lui avait dit, pour être photographe, il faut revenir avec un picture story. Et donc, ils allaient tous à la picture story hunting. Et donc, il a habité 2 ans en Inde. Et il est revenu et il a été sélectionné. Et c'est vrai que faire partie de Family of Man, c'était une consécration. Oui, ça c'était le grand talent de Steichen de devenir curateur et de collectionner les photos d'autres photographes que de lui. Et il y a une autre chose aussi, je trouve que l'exposition, elle est un peu composée aussi comme un magazine, ou parce que c'est un peu un layout de magazine avec des photos et des textes qui accompagnent en fait les photos. Et on retrouve ça dans le livre, et c'est peut-être ça aussi le succès, parce que ça, à la fois l'exposition est une narration, mais aussi le catalogue reprend un peu cette idée, et donc voilà, je pense que cette synergie-là fonctionne. Alors, on vous parlait des défis de la photographie, donc on voit aussi que les acteurs autour du secteur du livre photo se mobilisent. Donc, il y a de plus en plus de déploiements de formations, de mentorat professionnalisant et de résidences autour de la conception du livre d'artiste pour les artistes. Donc, ça, c'est aussi un type de formation qui est assez nouveau. Il y en a une, par exemple, à l'École nationale supérieure de photographie d'Arles. Et en 2023, ils ont fait une résidence et un mentorat avec de fameux photographes sur l'espace imprimé, pour justement embrasser toutes les techniques autour de l'édition de livres d'artistes et tous ces enjeux. On voit aussi un déploiement de soutien et de bourses destinés à la création d'un livre en devenir. Donc on voit des prix qui se créent. Auparavant, les prix récompensaient un livre qui a paru. Et maintenant, on voit des prix qui récompensent un projet de livre pour justement encourager à ce que le livre se fasse dans une très grande qualité et selon les souhaits de son auteur, de l'artiste. C'est autre chose, évidemment, que de donner les moyens plutôt que d'attendre qu'un artiste se débrouille et de le récompenser après. Au Luxembourg, on a le soutien du Fokuna et de Culturalix, justement pour l'édition et la traduction, et le CNA, bien entendu, le Centre national de l'audiovisuel, qui depuis longtemps organise des workshops, des bourses, des résidences d'artistes, des lectures de portfolio pour encourager l'édition de livres. Alors certains prix du livre ont une grande visibilité, c'est le cas par exemple d'Aperture Photobook, qui est remis à Paris Photo. Le prix du livre soutenu par la Fondation Michalski aux Rencontres d'Arles. On voit apparaître dans les festivals et les foires d'art vraiment une place à l'édition de livres. À Paris Photo, toute la partie sur les éditions de livres photo était vraiment magnifiquement représentée. Il y avait vraiment un grand nombre d'éditeurs avec des perles. Mais on voit que dans les foires dans le monde entier, les espaces dédiés à l'édition se multiplient, se développent. En France, les éditeurs se sont constitués en 2019 dans un réseau qu'ils ont appelé France Photobook pour proposer également un prix à des libraires, des formations sur les métiers du livre et puis aider évidemment la distribution du livre et dans les lieux de commerce, mais aussi dans les universités pour encourager la création de livres photo. On vous a mis des exemples où en fait le livre photo est en fait une narration et lui-même une exposition en fait. Donc c'est le cas du livre de Sylvie Meunier, Mr. K, qui n'a travaillé qu'avec des photos qu'elle a trouvées et qui a raconté une histoire. C'est le cas de tous les livres de Sophie Calle. Si vous voyez ces expositions, le livre fait partie intégrante de l'exposition. Il est pas forcément la clé ou l'explication, il est le corpus de l'exposition en fait. Il fait vraiment partie de son travail. Ouais. Oui. Voilà, et d'ailleurs Sophie me disait que elle n'écrit jamais ni sur son travail ni sur le travail d'autres artistes, parce que quand elle écrit, c'est son travail.
L'écriture fait partie de son œuvre, donc il n'y a pas de position critique par rapport à ça. C'est l'œuvre elle-même. Voilà. Alors, on voit des initiatives affleurer, notamment une initiative que je ne connaissais pas et qui m'a paru vraiment. Elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est sublime. Ça marche très très bien. Alors, parle-nous de l'effeuillage de la Fondation Ricard Tier-Bresson. Ça, c'est l'idée de Clément Chéreau. Alors, Clément Chéreau vient de reprendre la direction de la Fondation Cartier-Bresson. Feuilletage. Il était aux États-Unis avant. Je ne sais pas si cette idée du feuilletage est quelque chose qu'il a vu aux États-Unis, c'est possible. C'est assez intéressant parce que c'est comme un chapiteau, quoi. C'est comme un petit chapiteau de théâtre, assez complexe avec une caméra. Et l'artiste feuillette littéralement le livre en parlant du livre. Il y a un public et c'est aussi enregistré. C'est toujours plein, c'est un succès fou. Et c'est très très joli. C'est une magnifique façon de partager. Et puis bien sûr, comme maintenant tout est enregistré en visio, etc., ça permet d'avoir un public beaucoup plus élargi. Et c'est vrai qu'on a toujours on est habitué à avoir des visites guidées, des médiateurs pour les expositions, mais on n'a jamais eu de médiation pour les livres, en fait. Donc je trouve ça une magnifique idée. Que de donner les clés d'un livre et de le faire apprécier, de le faire découvrir avec l'intention de l'auteur, avec l'intention de l'artiste, qui normalement nous est transmise dans une exposition. Alors moi maintenant je découvre, comme je viens de faire notre collection avant, moi tous les livres sur lesquels j'ai travaillé, je m'occupais pas de la distribution. Parce que quand on a un livre, ce qui compte le plus c'est quand même la distribution. Sinon les livres dans les placards, ça sert à rien. Et donc là maintenant que j'ai ces petites livres de collection, je m'intéresse à comment on distribue un livre. Et alors justement, il y a plein de boîtes qui font ce genre de choses, c'est-à-dire on fait parler quelqu'un. Donc par exemple là, ils enregistrent le livre feuilleté avec la main. Mais il y a plein de gens qui ont créé des jeunes boîtes qui créent des différentes façons de montrer un livre. Il y a même des sites, il y a des apps qui permettent de te montrer des vignettes de livres. Parce que comme maintenant, évidemment, on montre un livre sur les réseaux sociaux, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Et donc pour montrer un livre sur Insta ou je ne sais pas quelle autre plateforme, il y a des façons vraiment très intelligentes maintenant. Et c'est intéressant de voir ça parce que si un de vous veut faire des livres, comment on fait la promotion, c'est évidemment très important. Alors nous, on savait pas que le feuilletage existait, mais pour le finissage, la clôture de l'exposition de Michel Mendinger à Arles, la dernière heure, il y avait tellement de monde dans la chapelle, et en fait, on n'avait pas envie d'en partir, enfin surtout nous. Et j'ai proposé à Cyril spontanément de lire son texte aux gens qui étaient là, et c'était un moment de grâce. Ouais, tout le monde, c'était vraiment merveilleux. C'était merveilleux. Tout le monde s'est rassemblé. Vous voyez la photo là autour de Cyril. Évidemment, dans les gens qui étaient là, il y avait beaucoup de gens qui sont très très impliqués dans l'art, qui dirigent des institutions ou qui sont commissaires, qui avaient eu le livre. Évidemment, aucun n'avait lu les textes du livre parce que pour lire les textes d'un livre, il faut être intéressé par le livre. Et quand on est dans le monde de l'art, on fait déjà tellement de projets soi-même que c'est rare de lire totalement les autres textes. Et donc, Cyril l'a lu. C'était merveilleux. Merveilleux, parce qu'il a fait vivre le livre en fait par cette lecture, il a fait vivre l'artiste. Alors on vous parlait aussi évidemment des coûts du livre. Alors la méthode qu'on a tous un petit peu pour essayer de couvrir les frais d'édition des livres, c'est également de faire des tirages limités, des éditions spéciales, ce qu'on a fait aussi avec Michel, mais je ne sais pas si tu as déjà fait ça avec ton papa, Fiametta. Moi j'ai essayé, ça n'a pas très bien marché. Alors quand l'auteur est mort, c'est compliqué. Ah oui. Parce que l'idée de l'œuvre en tête, comment ça s'appelle J'explique ce que c'est déjà les tirages de tête. C'est en fait l'idée, c'est de consacrer un faible nombre de livres, peut-être 50, qu'on numérote, qu'on fait signer par l'artiste quand il est vivant, et qui sont accompagnés d'une œuvre d'art. Donc pour un livre photo, c'est facile parce que l'artiste offre alors une photo et on met ça dans un coffret ou pas. Et ça permet de vendre le livre un peu plus cher. Surtout, ça crée, parce que le problème avec les livres, c'est que quand on en tire 2000, c'est du grand public. Donc, quand on fait des tirages de tête, ça rend l'objet un peu plus exclusif, un peu plus précieux. Ça permet de faire de la com, ça permet de faire des événements. Enfin, ça fait du packaging, quoi. Donc, les gens aiment ça. Le truc, c'est qu'il faut que l'artiste soit vivant, parce que de faire un tirage de tête non signé, ça fait moins rêver. Ouais. Donc, tu as le tampon de la succession de l'artiste, mais le tampon d'estate, ça fait pas encore rêver. Mais je pense que ça marche bien. Il y a des artistes qui font beaucoup ça. Et puis c'est le moyen aussi pour le public d'acquérir une œuvre d'art à moindre coût. À un moindre coût. La commissaire de l'exposition de Michel Mendinger l'été dernier à Arles a imaginé avec un collectif d'artistes de faire une collection qui s'appelle PODA, la petite œuvre d'art. Et donc ils ont utilisé en fait aussi des procédés de l'impression pour les livres photos pour faire des petites œuvres
Ce sont des petites boîtes. On ouvre la boîte noire et la boîte est assez épaisse pour tenir debout ou bien être accrochée. Et ce sont des tirages photos vraiment d'une qualité exceptionnelle de chaque photographe et avec un petit papier à l'intérieur et évidemment les informations sur l'artiste. Et ce collectif d'artistes vend ses œuvres à 49 € la pièce. Et c'est vraiment des vraies petites œuvres d'art et effectivement en utilisant aussi le procédé de l'impression. Mais moi, j'avais aussi envie que Paul nous parle un peu de ce qu'on a autour de nous. Oui, en fait, parce que vous avez parlé du tirage de tête, tu appelles ça comme ça, ce n'est pas le cas ici dans cette édition. En fait, ce sont des livres d'artistes d'édition que j'ai créé avec ma fille, Claire Di Felice. Jusque maintenant, on a sorti 2 livres d'artistes et le 3e sortira au mois de janvier. Donc, pourquoi est-ce que je dis que c'est pas exactement la même chose que les tirages de tête? Parce qu'ici, c'est vraiment le coffret qui normalement est un livre d'artistes limité à 30 exemplaires où tout est fait par l'artiste en collaboration avec un graphiste et un relieur, mais l'artiste est vraiment là depuis le début jusqu'à la fin du projet et c'est considéré comme une œuvre d'art qu'on peut qui est limitée à 30 exemplaires, mais qu'on peut montrer selon différentes façons. C'est-à-dire, au fait, il y a à chaque fois une partie, disons, visuelle. Ça peut être des leporello pour le livre de Frédéric Flamand et de Pino Pipitone, plus un livre de texte. Là, dans le leporello, c'est déjà un mélange de texte, de dessin et de photographie. Pour le projet de Marco Godinho, on a 44 photos qui sont tirées sont des épreuves pigmentaires en fait limitées avec donc à côté dans le même coffret on a des petits textes qui sont sous forme de cartes postales. Vous avez une possibilité d'installation. Je vais vous expliquer un petit peu le projet. Marco Godinho a été invité en 2019 pour représenter le Luxembourg à la Biennale de Venise. Donc, il avait présenté ce projet autour de l'Odyssée d'Homère, où il a fait le tour de la Méditerranée avec son frère acteur Fabio Godinho, que vous voyez sur les photos, en lisant des extraits de l'Odyssée d'Homère et après lecture, offrant à chaque fois la page déchirée à la mer. Donc, à la Biennale de Venise, c'était sous forme de vidéo. Donc, on pouvait voir cette vidéo et parallèlement, il y avait une énorme installation avec des milliers de livres, de petits cahiers qu'il a trempés dans l'eau de la Méditerranée, en partant quelque part en Grèce, je pense, pour arriver au Lido de Venise pour la Biennale. Et donc, vous voyez, ça c'était la vidéo et l'installation. Et tous les jours, pendant la Biennale, il avait créé un poème qu'il a imprimé sur un t-shirt que le gardien du pavillon portait et changeait tous les jours. Chanceux gardien. Oui. Et donc, tout ça, on le retrouve maintenant sous une autre forme dans ce coffret livre d'artistes où on a donc les 44 photos, on a les petits textes qui étaient sur le t-shirt sont imprimés sur des cartes donc qu'on peut retourner et vous avez un petit support où vous pouvez à chaque fois mettre cette carte et changer tous les jours un peu comme la temporalité de la Biennale de Venise. Donc c'est une autre façon aussi, donc c'est une réénonciation d'une œuvre qui a été créée avant, mais qui est complètement différente maintenant. Les photos n'ont jamais été montrées, sauf une petite partie. Et je dois dire aussi que les photos ont été réalisées à côté de la vidéo. Ce ne sont pas des captures d'écran, ce ne sont pas des photos issues de la vidéo, mais ce sont des photos qu'il a réalisées pendant le tournage de la vidéo, donc lui-même. Et voilà. Et donc c'est une nouvelle forme aussi de présenter cette œuvre. Et puis les gens
qui achètent donc cette édition limitée peuvent eux-mêmes aussi être très créatifs dans la présentation. Donc ils peuvent regarder ça dans la boîte, ils peuvent échanger avec des personnes qui regardent, faire une très très grande installation. On peut on peut faire cadeau à quelqu'un. Voilà, tout est possible et donc on peut réénoncer au fait l'œuvre à chaque fois. Faire revivre. Tout à l'heure, on parlait des défis du livre et par rapport à plein de choses qui sont nées récemment, mais on voit en fait que le livre photo peut tout le temps faire des expérimentations, en fait, je dirais pas se réinventer, mais s'inventer plutôt et utiliser en fait complètement l'innovation et l'originalité pour devenir l'objet d'art qu'il a toujours été. Et on le voit également avec, tu parles de vidéos et aujourd'hui, évidemment, on se dit l'intelligence artificielle, les réseaux, etc., ça nuit au livre, mais ça s'inclut aussi dans le livre. On l'avait fait pour le livre de Lisa Cole. Lisa, dans le livre qu'elle a fait tiré de sa très belle exposition qu'elle a eu aussi aux Rencontres d'Arles notamment et à la Conchtal Esch, a inclus des QR codes dans son livre pour qu'on ait accès à ces vidéos qui parlaient de ce même travail. Donc il y a des moyens innovants pour faire le lien, pour utiliser la technologie, pour que le livre, en dehors effectivement de sa créativité de papier, de forme, de graphisme, devienne interactif en fait. Absolument, et devienne un objet d'exposition lui aussi en fait. On l'a vu également dans l'exposition de Claudia Passeri à Arles, à Edicula, où Claudia avait décidé de ne pas faire de livre, mais de faire un journal. Et ce journal, qui était en plusieurs langues, notamment en italien, les photos de ce journal étaient dans sa très grande installation. Et le livre Edicula, où il y a eu des textes de différents auteurs et des magnifiques photos. En fait, le journal fait partie intégrante de l'œuvre, là aussi. Donc, il complète et il enrichit, il dialogue avec l'œuvre et il permet que l'œuvre soit complète. Donc, voilà. Moi, je crois que vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je crois que le livre photo a quand même de belles années devant lui et qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui en font un objet d'art à part entière, qui va quand même perdurer dans le paysage artistique. Oui, il y a cette fusion aussi de l'image, de l'iconique et du tactile. Donc aussi, je pense que surtout aujourd'hui, on a peut-être vraiment plus en plus envie de toucher quelque chose, d'avoir un objet livre. Moi, je pense que c'est surtout les chiffres qui parlent, parce que maintenant, la quantité de livres photos est gigantesque et elle est en explosion, elle diminue pas. Et je pense que le phénomène, c'est que la plupart des artistes qui font photo, art contemporain, enfin les frontières sont floues, et tant mieux. Il y a aussi de plus en plus d'artistes qui n'arrivent pas à rentrer en galerie, parce que c'est normal, il n'y a pas assez de galeries pour tout le monde. Et le livre est une alternative vraiment intéressante aux galeries, parce que finalement, maintenant, grâce à Internet, et grâce à tout ce qui est possible aujourd'hui, on peut faire un livre à compte d'auteur magnifique, mais vraiment magnifique. On n'a plus besoin de personne, on n'a plus besoin d'éditeurs, on n'a plus besoin de galeries, on n'a plus besoin de sponsors. Ouh là là. Ça fait peur, mais c'est une grande liberté pour les artistes. Et moi, je le vois, là, pendant Paris Photo, il y a des très bonnes foires de livres. Il y a des foires de livres partout maintenant. Et on voit la qualité est bonne. C'est bien. Donc c'est un support. Et le livre reste, disons, le moyen le plus démocratique. Un livre, c'est pas intimidant. Oui, bien sûr. Et c'est pérenne. Et c'est pérenne. Et c'est vrai que quand on travaille pendant 4 ans sur une exposition et qu'on est frustré quand c'est fini, s'il reste un livre, c'est une consolation. Oui, tout à fait. Et je voulais peut-être en terminer, sauf si vous avez d'autres choses à dire ou des questions, mais par la présentation d'un livre auquel Cyril vient de participer également. C'est un livre qui s'appelle « Suce-moi la fabuleuse histoire des bonbons de France ». Et les photos sont très, très drôles. Et il y a 60 auteurs très, très variés. Ça a été fait par l'ex-femme de Pierre Hermé, qui est un très grand pâtissier français, et qui est une femme tout à fait extraordinaire. Qui adore les bonbons, qui a fait un livre avec Ducasse, qui s'appelle « La cuisinière du cuisinier », qui est un livre extrêmement drôle. Oui, là, je ne sais pas si on est dans quelle corrélation on a entre la part texte et la part photo. Aucune. Mais les photos sont très artistiques, très drôles. Très drôles. Très, très drôles. Et toi, Fiammetta, quels sont tes prochains projets pour l'œuvre de Franck Horvath ? On a justement un projet qui parle de toute la frustration du livre. On a un très beau livre sur l'Inde-Pakistan, qui est la partie qui est
un des projets les plus intéressants puisque c'est un peu ce qu'il a confirmé comme photographe. Et on a beaucoup de photos qui n'ont jamais été découvertes. Donc on a un sponsor qui veut absolument faire ce livre. Et on a un éditeur, on a tout. Moi, ça me frustre beaucoup d'avoir un livre sans exposition ou sans actualité. C'est d'ailleurs pour ça que quand on va voir un éditeur, le premier truc qu'il demande, c'est est-ce qu'il y a de l'actualité. Donc là, on est dans cette conversation où l'éditeur et le sponsor veulent absolument faire ce livre, qui sera, j'en suis sûre, très beau, mais on n'a pas d'exposition. Et donc là, par exemple, j'ai des conversations très pratiques où ils vont me dire c'est pas grave, on t'en donne 300 ou 400. Mais moi, je veux pas 400 livres, parce que je suis pas une distributrice, je ne veux pas des livres. Moi, je veux en avoir le moins de livres j'ai, mieux c'est. Un livre, c'est fait pour être dans les librairies, et je sais pas si vous savez, mais un livre, s'il n'y a pas un code, s'il n'y a pas un IBN, enfin voilà, c'est voué à ne pas voyager. Il y a une traçabilité d'un livre. Donc, s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas un accompagnement professionnel avec des métiers, donc ça, c'est mon prochain projet qui aura lieu, mais je ne sais pas dans quelles conditions il va avoir lieu. Puis sinon, ça c'est une autre aventure qui est jolie. Le livre de Vuitton sur Hong Kong. J'ai été approchée par un passionné de Hong Kong, donc un Chinois de Hong Kong, qui adore ce livre et qui veut faire une exposition donc à Hong Kong. Et donc ça, c'est un exemple d'une exposition qui a lieu grâce au livre. Ça, c'est possible aussi. Et toi, quels sont tes projets de livres photo, cher Paul? Oui, le prochain livre qui va sortir, ce sera avec Céleste Levenbourg. Donc ça, c'est dans la collection donc Lab de mai. Et puis, dans le cadre de Rethinking Nature, Rethinking Identity, on fera le troisième catalogue des 5 artistes qui sont nominés pour le prix Mois européen de la photographie. Et donc, à l'intérieur, vous avez à chaque fois des petites monographies pour la prochaine édition. Donc, ce sera autour de Rethinking Photography avec 5 lauréats. L'idée, c'est aussi de faire des tirés à part. Chaque artiste reçoit son fascicule mais reçoivent aussi l'entier, donc avec les autres. Donc c'est une édition qui n'est pas tout à fait limitée, mais elle est tout de même en quelque sorte limitée parce que chaque ville n'a que 120 exemplaires. Donc ça circule dans les 5 villes actuelles du Mois européen de la photographie. Et sinon, donc, on travaille aussi sur le catalogue pour le Luxembourg, sur le Mois européen de la photographie qui a lieu au mois de mai à Luxembourg. Et toi, tu travailles toujours en parallèle sur les 2 projets, exposition et catalogue. Oui. Ouais. Oui. Mais toujours sur les 2, c'est toujours en parallèle, en fait. Oui, toujours en parallèle. Donc c'est un grand travail. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions de toutes sortes pour profiter de la présence de nos illustres hôtes étrangers, Fiametta et Cyril. Paul? La première question est toujours difficile. Non, si, pour Fiametta, moi j'aime beaucoup la série avec donc les jeunes artistes ou curateurs artistes. Tu as déjà des projets pour une prochaine? Oui. Donc là, on a invité pour ce dernier Paris Photo, on a invité donc la commissaire était Anaëlle Pija, qui est une commissaire assez connue en France, c'est une journaliste, qui elle a invité pour la première fois une vidéo artiste. Et donc elle a fait un travail assez intéressant de sérigraphie sur le lieu même, sur les verrières. Donc les verrières ont été transformées. Donc ça c'est intéressant et on est on travaille sur le 4e édition. Alors, comme la première aventure, on était plein d'entrain, on a trouvé plein de gens qui travaillaient gratuitement et c'est merveilleux, on est tous contents. Et là, on est dans la 4e édition où soudainement, on a eu un petit succès, très relatif, mais un petit succès. Et donc, tout le monde commence à dire, bon, bah alors maintenant, je vais être payé. Ce problème qui est, je pense, le problème de tous les projets artistiques, c'est qu'au début, on fait tout ça avec enthousiasme. Et puis, quand les choses marchent et qu'on veut avoir une 2e, 3e, 4e édition, d'ailleurs, on avait cette conversation sur le européen, c'est qu'au bout d'un moment, pour que la mécanique continue, il faut vraiment un apport d'argent parce qu'on peut pas juste le faire sur notre enthousiasme. Et donc, je me souhaite de trouver quelque chose, mais en France, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment une culture de sponsor privé. Et puis pour finir, on vous a mis l'image des assiettes qu'on a éditées pour l'exposition de Romain Ourhausen dont Paul était le commissaire à Arles. Et la famille de Romain Ourhausen nous a autorisé à reproduire sur des assiettes à Limoges des photos, c'est plutôt de la subjective photographie, très 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 design, pour vous faire un petit clin d'œil et vous dire qu'effectivement
les supports photo. La photo peut être développée sur différents supports Ça, pour la rendre ça, c'est toute une autre conversation. Hein. vivante. L'usage de la photo dans les supports, alors là, Mais ça, c'est un autre on débat. peut en faire un débat, là. Mais on reviendra l'année prochaine, alors tu Voilà. reviendras. Voilà. Merci beaucoup de votre attention et bonne fin de foire. Merci. Luxembourg Art Week remercie chaleureusement les intervenants et ses partenaires pour leur engagement dans le cadre du programme Art Talk 2025. La prochaine édition se tiendra du 20 au 22 novembre 2026. Retrouvez-nous pour une nouvelle série de conférences et de conversations captivantes autour de l'art, en direct depuis la foire et disponible en réécoute.